Au bout du jour, ce soir, en tête de cette édition très branchée sur l'évolution socio-économique, un livre et un auteur, Pierre-Yves Gomez, qui sort un livre autour de l'esprit du capitalisme qu'il essaye de décortiquer, de comprendre et de vérifier si alternative il y a. En deuxième partie, nous irons en France autour de la réforme des retraites et du mouvement social qui ne tarit pas et ne s'éteint pas. La première, 19h-20h, au bout du jour, Eddy Kakelbergs. Bonsoir Pierre-Yves Gomez. Bonsoir. On va essayer de comprendre la crise qui vient à travers ce livre, L'esprit malin du capitalisme, parce que, si j'ai bien retenu ce que vous nous dites, c'est que la critique, en quelque sorte, des inégalités croissantes telles que Piketty et d'autres le font, n'est pas suffisante pour comprendre ce qui nous arrive. Oui, la critique des inégalités est nécessaire, effectivement, mais elle n'est pas suffisante. Parce que le cœur de l'évolution du capitalisme, de mon point de vue, ce n'est pas tant l'augmentation des inégalités qui est une conséquence que la spéculation généralisée qui est la cause. Donc d'abord, le capitalisme évolue fondamentalement à partir des années 1970 et passe d'un capitalisme accumulatif à un capitalisme spéculatif, ce dont on peut reparler. Cette fameuse financiarisation. Financiarisation, digitalisation. Et une des conséquences, c'est que tout le monde spécule, mais ceux qui spéculent avec beaucoup d'argent deviennent encore plus riches que ceux qui spéculent avec peu d'argent. Donc les inégalités croissent. Donc c'est une conséquence, effectivement. Ce qui a un impact, venons déjà aux premiers impacts aussi, sur les formes de représentation de la défense sociale, les syndicats et autres, dans les rapports de force, parce qu'ils ne sont plus du tout de même nature, les rapports de force. Alors, le fait que la spéculation se généralise, et donc c'est une spécularisation parce que c'est un effet de miroir, justement, a une conséquence, c'est que ça conduit à l'individualisation très forte de la société. Chacun devient un micro-capitaliste qui a son petit capital social, son petit capital humain, son petit capital bonsage, son petit capital... Et essaie d'en tirer le maximum. Et donc, la conséquence de ce capitalisme spéculatif, c'est effectivement l'individualisation, et donc le déclin des représentations de masse, des luttes de masse, du sentiment d'appartenir à un corps collectif qui nous représente, et au contraire le sentiment de pouvoir défendre son petit patrimoine, son petit capital que l'on met sur le marché, ce petit capital étant soi-même. Alors on a aussi l'obligation de dire que selon vous, ce tropisme nouveau n'est pas, comme d'autres mots en isme, un dévoiement du capitalisme que l'on pourrait nommer, comme vous le faites, vertueux des premiers temps, c'est autre chose carrément. Voilà, ça je crois que c'est un point qui me tient à cœur dans ce livre. Il s'agit de montrer que la spéculation, ce n'est pas effectivement un dévoiement d'un capitalisme qui serait vertueux, par accumulation, grâce au travail. Je ne porte pas de jugement sur ce capitalisme accumulatif-là. Reste que le capitalisme spéculatif, d'abord il existe depuis 50 ans, il existe depuis le début des années 70, donc vous voyez, ça fait déjà beaucoup d'années. C'est pas quelques cupides qui l'ont mis en place, c'est déjà un système qui s'est mis en place, d'une part, et d'autre part, c'est une façon de motiver la croissance économique. Pourquoi ? Parce que la croissance économique en système capitaliste, c'est relativement simple. J'ai du capital, grâce à ce capital, je fais du profit, grâce à ce profit, j'augmente mon capital, je peux emprunter davantage, ce qui me permet d'avoir plus de capital, donc plus de profit, et donc, en ce sens, j'accumule. Le capitalisme spéculatif, c'est j'emprunte, j'ai du capital, je ne fais pas assez de profit, et donc j'anticipe que grâce à la magie de l'avenir, grâce à des disruptions, grâce à des grandes révolutions technologiques, grâce à la révolution que propose le futur, mon capital va augmenter. Et donc ça tire la croissance économique. Parce que si les spéculateurs se mettent à penser qu'effectivement, si j'investis dans cette entreprise, magiquement il va se passer quelque chose et son capital va augmenter, elle investit, cette entreprise se développe et il se passe quelque chose. Vous voyez, donc c'est un système qui conduit à la croissance économique. Et en ce sens, c'est une nouvelle forme de capitalisme qui est fondée sur la course effrénée en avant vers un futur magique qui va effacer nos dettes. Oui, mais alors précisément, ça c'est quelque chose d'étonnant parce que pour ceux qui ont un certain âge, on se souviendra qu'il y avait cette espèce d'espérance des lendemains qui chante, où l'avenir serait radieux dans le langage communiste, où on pouvait souffrir aujourd'hui et investir et parier sur demain qui de facto serait immanquablement radieux. Et aujourd'hui, vous nous dites, c'est dans le monde spéculatif capitaliste que l'on s'endette
Parce qu'en fait, ce n'est pas un endettement, c'est un emprunt sur la réussite future. Oui, ce que tout auditeur peut comprendre, si par exemple il achète un appartement un peu cher par rapport à ses revenus, mais évidemment, nous misons sur l'augmentation du prix de l'actif, de l'immeuble ou de l'appartement, de la maison, pour pouvoir s'endetter aujourd'hui. Mais oui, c'est magique, c'est parce qu'on pense que l'arbre va continuer à monter indéfiniment, donc on spécule sur l'avenir, qu'on achète aujourd'hui. Sauf qu'il n'y a pas d'indéfiniment dans le système. Sauf qu'il n'y a pas d'indéfiniment, on peut revenir jusqu'où. Mais le fait que tout le monde y croit contribue à produire non seulement une économie, mais aussi une société où nous nous projetons vers un futur qui permettra, encore une fois, d'effacer nos dettes. Un autre exemple que nos auditeurs peuvent entendre, c'est lorsqu'on paye des études très chères à ses enfants, avec pas l'espoir qu'ils vont gagner davantage que nous, mais l'espoir qu'ils vont gagner bien plus que l'investissement qu'on a fait, sans quoi, évidemment, l'investissement, on ne le fera pas. Donc voilà, cette société, pour revenir au lendemain qui chante, elle se met en place, et j'essaie de montrer que si elle n'est pas combattue idéologiquement, c'est parce qu'elle a absorbé ses adversaires. L'adversaire classique du capitalisme, c'est le socialisme. Le socialisme qui annonçait des lendemains qui chantent, mais aujourd'hui c'est le capitalisme qui annonce des lendemains qui chantent, et des lendemains qui chantent à pleine voix, qui chantent la disruption, qui chantent la conquête de Mars, qui chantent l'homme augmenté, voilà, une sorte de... Vous dites même lui. Même l'homme sera augmenté. Tout le monde sera augmenté, sauf les salaires peut-être, mais enfin en tout cas l'homme lui-même sera augmenté. Donc le capitalisme a repris à son compte le grand thème du progrès social qui était celui du socialisme. Et d'ailleurs on peut repérer que les patrons de la Silicon Valley sont très tributaires de la contre-culture californienne, baba cool, hippie des années 70, et qu'ils essaient de réaliser par la technologie et par l'investissement spéculatif, ce que leur grand-père, on peut dire aujourd'hui, imaginait réaliser par des couronnes de fleurs et le retrait sur des Larzac californiens. Oui, donc le capitalisme spéculatif a absorbé ses ennemis en tout cas ses adversaires politiques, d'où ce sentiment que nous avons tous, et dans tous les pays occidentaux, qu'il n'y a pas d'alternative. Il y a une sorte de fatalisme à la fois économique et politique. Il n'y a pas d'alternative, il n'y a que ça. Parce que le seul à nous annoncer les merveilles du futur, le progrès qui fait le cœur même la modernité, le progrès, c'est le capitalisme aujourd'hui. Pour celles et ceux qui nous écoutent et qui se disent Eddy Kakelbergs a en face de lui un grand anarchiste drapé dans les rangs de l'extrême gauche. Alors je ne vous demande pas ici un credo politique, mais je rappelle simplement quelques éléments de votre biographie académique. Vous êtes professeur en école de management à Lyon. Vous présidez la Société française de management. J'ai présidé. Où vous avez présidé. Ça ne fait pas de vous donc quelqu'un qui, par essence même, se trouve en dehors de ce système. Vous côtoyez des jeunes ou moins jeunes qui sont aux commandes de ce système. C'est même parce que je suis, complètement immergé dans ce système que je prétends pouvoir le décrire. Donc il ne s'agit pas d'une description de Sirius, de quelqu'un qui effectivement serait drapé dans une idéologie et jugerait de très loin le système capitaliste. C'est simplement, moi j'y travaille depuis 30 ans dans les entreprises, j'essaie de comprendre comment elles fonctionnent, comment fonctionnent les marchés financiers, comment fonctionnent les différents marchés, et je constate que le fonctionnement est spéculatif. D'ailleurs, sans doute noter dans le livre, je ne porte pas de jugement. Je donne à voir, voilà, je décris le monde que je comprends. Et j'essaie de partager ce que j'en comprends au lecteur. Donc, si on en tire la conclusion que ce monde n'est pas viable, je ne donnerai pas. Voilà, je ne donnerai pas mon avis, mais c'est un débouché possible. Voilà. Alors oui, ça c'est incontestable. Vous dites, et vous venez de l'argumenter, l'esprit spéculatif a gagné toute la société. Il n'y a plus de niche qui échappe à cela. Et c'est en cela que vous nous dites même l'homme sera augmenté. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est une course à la performance infinie. Voilà, alors il y a toujours évidemment des acteurs, des niches, des espaces à peine de résistance, je dirais en tout cas de diversité. Mais le cœur de notre société est profondément spéculatif. Spéculation, je vais donner des exemples qui peuvent toucher tout le monde. On avait une chambre d'amis, aujourd'hui on a une chambre qu'on loue sur Airbnb.
on prenait un autostoppeur, c'était gratuit. Aujourd'hui, on va passer par une application de type Blablacar qui permet de faire payer la personne qu'on prend en stop. C'est-à-dire que nous sommes devenus un capital et on peut même spéculer sur le fait que j'achète un appartement, mais comme je sais que je vais en sous-louer une partie par Airbnb, eh bien je peux l'acheter à un prix plus élevé. C'est-à-dire que nous avons intégré dans les pratiques quotidiennes, de pratiques courantes, le fait que le monde est devenu spéculatif et qu'on est appelé à l'être. On est appelé aussi à l'être lorsqu'on consomme par exemple des nouvelles technologies et que moi je trouve toujours très ambivalent la dénonciation de l'obsolescence. Parce qu'on est ravi qu'il y ait une obsolescence. Parce on spécule sur le coup d'après où l'ordinateur sera encore plus puissant, le téléphone sera encore plus puissant et on est ravi de le dire à nos amis et camarades, voyez, j'ai acheté le dernier. Qu'est-ce qu'on fait là sinon de spéculer sur la technologie et non pas de nous dire très simplement j'ai besoin d'un téléphone, et j'ai pas besoin d'une technologie toujours plus avancée. Donc voilà, tout est orienté vers un avenir qui nous tire en avant, mais c'est le point important de la spéculation. Cet avenir qui nous tire en avant, ça peut s'appeler le progrès. Imaginez tellement augmenté, y compris l'homme, qu'il efface nos dettes. C'est ça qui est important. C'est qu'en fait, notre dette financière, notre dette sociale, notre dette écologique s'accroît, mais on fait ce pari incroyable que grâce à des lendemains qui vont être merveilleux, disruptifs comme on dit aujourd'hui, tout ça aura pas tant d'importance que ça, parce qu'on aura trouvé l'économie verte qui va permettre de résoudre des problèmes écologiques, le truc magique qui peut permettre d'augmenter le capital des entreprises de telle façon qu'on pourra payer des retraites qui sont aujourd'hui placées dans le capital des entreprises. Oui. Et on est obligé d'y croire, parce que si on se met à ne pas y croire, tout s'arrête. Il y a un caractère incantatoire dans ce que vous décrivez, il y a un côté quasi religieux, il y a une religion nouvelle qui s'est installée à l'insu de notre plein gré. Alors ça, c'est l'influence que je revendique au effort de René Girard, qui a été mon maître. Et tout le livre, effectivement, est très inspiré par la thèse du mimétisme. Ça commence sur un marché financier, et puis de proche en proche, la contagion mimétique s'étend à toute une société. Chacun imite ce qui croit être le comportement normal, et chacun croit que tout le monde croit que qu'on ne peut pas faire autrement. Voilà, qu'on peut pas faire autrement. Ça, alors, je travaille depuis 30 ans sur ces questions-là, comment les croyances économiques et sociales, là j'entends, je ne parle pas de croyances religieuses classiques, au sens classique du terme, des croyances, de évidences. Il ne peut pas en être autrement, il n'y a pas d'alternative, c'est comme ça, le marché c'est comme ça, le monde est comme ça. Vous voyez, ces croyances-là nous conduisent à agir dans le monde et en fait à fabriquer le monde auquel on ne sait même pas qu'on croit. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'en fait, quand j'interroge les personnes, ça va, mais en quoi vous croyez réellement ? On va dire évidemment, je crois à l'amour, à l'amitié, je crois en plein de choses, mais pas à la spéculation. Mais pourtant, chacun croit que c'est comme ça qu'il faut se comporter, et on finit par se comporter de manière conforme. C'est autoréalisateur. C'est totalement autoréalisateur, c'est le mot, tout à fait. Il y a évidemment alors la question qui tue, c'est est-ce qu'il y a encore, après la chute ou l'ouverture du mur et la chute du rideau, après la victoire annoncée ou proclamée d'un modèle, le modèle capitaliste sur l'autre modèle, le modèle marxiste-léniniste qui aurait été dévoyé, etc., etc. Est-ce qu'il y a encore d'autres voies, d'autres opportunités, d'autres portes qui restent ouvertes, ou est-ce que le tout convergent vers un point de fuite à l'horizon, on n'a pas de chemin de traverse? C'est tout à fait comme ça que je crois qu'il faut poser la question. C'est-à-dire que dans la mesure où le capitalisme a absorbé le point de fuite, qui est donc le point du progrès, toutes les alternatives qui prétendraient être, elles, porteuses d'un progrès, sont absorbées par ce capitalisme spéculatif, qui spécule davantage sur l'avenir que les spéculateurs du capitalisme spéculatif, qui nous racontent, encore une fois, l'homme augmenté, la conquête de Mars, l'avenir meilleur, l'absence de maladie grâce au big data, tout ce qu'on raconte aujourd'hui. Quelle contre-idéologie va pouvoir proposer un progrès plus convaincant ? Vous en voyez une ? Alors, je vais avancer pas à pas. Et donc, j'essaie de montrer que, vous l'avez dit tout à l'heure, l'idéologie socialiste, classique, est absorbée. Parce que les lendemains qui chantent aujourd'hui, en Chine, finalement, c'est le Parti communiste qui construit... Ou en Corée du Nord. Alors, Corée du Nord, ils sont encore dans l'ancien régime, mais la Chine, c'est le pays du capitalisme spéculatif. C'est un pays qui spécule surtout. Et ce pays réalise finalement l'idéal maoïste de la révolution culturelle. Il le réalise par la spéculation. Et on voit que le socialisme a été absorbé par le capitalisme. Je dis que le meilleur ennemi du capitalisme spéculatif, c'est le conservatisme. Parce qu'il dénonce
Le capitalisme spéculatif, évidemment, l'ancien monde, les gens qui ne veulent pas avancer. Vous voyez, donc, du coup, les malheureux conservateurs se trouvent privés de perspective, puisque, encore une fois, le progrès a été totalement capté par le capitalisme spéculatif. Il nous reste l'écologie. Mais l'écologie va pas très bien sur le plan idéologique, parce que nous dénonçons tous, presque tous, les méfaits de ce capitalisme, les conséquences sur l'environnement. Mais quelle est la solution ? On va la trouver dans le capitalisme spéculatif. Et vous avez des acteurs du capitalisme spéculatif qui vont s'appeler des start-up, qui vont nous proposer de spéculer sur une nouvelle technologie qui permettra de nettoyer les plages, ou je ne sais quoi. C'est-à-dire qu'en fait, la solution se trouve proposée par celui qui pose le problème. Donc, à la question, est-ce que vous voyez une autre idéologie ? Je peux répondre là pour le coup, de manière subjective, mais très, très franchement, non. Je ne vois aucune autre alternative au capitalisme spéculatif aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est le producteur de ce fatalisme si typique de notre société. En fait, on ne peut pas faire autrement, c'est comme ça, voilà. L'avenir nous dira si nous avons raison, voilà. Tout en étant inquiet de cet avenir. Oui, parce que c'est pas franchement une description optimiste que vous nous faites. Alors, je ne veux pas spoiler, comme on dit aujourd'hui, la fin, vous dévoiler la fin, mais je crois pourtant qu'il y a une possibilité d'en sortir. Et que cette possibilité d'en sortir, pour le dire en un mot, c'est que, en fait, le capitalisme spéculatif, c'est un grand récit où chacun croit que chacun croit. On se raconte la grande histoire du futur, des lendemains qui chantent, du futur merveilleux, des disruptions, des technologies extraordinaires, de l'intelligence artificielle qui va tout régler, bref. Mais c'est pas ça que nous vivons réellement. C'est pas notre vraie vie, parce qu'il n'y aurait pas une fausse vie, une vraie vie, mais la vie que nous vivons au quotidien, notre vie quotidienne, c'est pas ça. On vit l'amitié, on vit l'amour, on vit la famille, on vit nos activités quotidiennes, notre travail, le travail bien fait. Nos problèmes. Nos problèmes du quotidien, les solidarités. Ça, c'est la vie quotidienne que nous vivons et qui fait l'économie. Les dons, les contre-dons, bon. Ça fait l'économie. Si solution il y a, en tout cas, ce à quoi j'invite le lecteur pour réfléchir et le citoyen, que c'est de dire, mais au fait, est-ce qu'on ne se fait pas voler la compréhension de notre vie, parce que nous croyons à ce capitalisme spéculatif. Nous croyons qu'il est plus vrai que nature, je dirais. Vous voyez, il est tellement logique, il est tellement cohérent, il est tellement convaincant, il est tellement qu'on finit par croire qu'il se confond avec le monde. Mais si on ouvre les yeux, c'est pas ça que nous vivons. Et la solution, elle est, si j'emploie les grands mots, elle est phénoménologique. C'est le grand mot philosophique, c'est-à-dire c'est en revenant au phénomène même de la vie, à ce que nous vivons concrètement, qu'on peut se sortir de cette espèce de mystique, vous avez parlé de religion, de mystique et de captation de l'intérêt, de captation de l'intelligence, qui fait que l'on finit par croire, par exemple, que l'ordinateur va être plus intelligent qu'un homme, que c'est tout à fait normal d'augmenter les hommes. On se pose pas la question de les recevoir, de les respecter aujourd'hui, on se pose la question de les augmenter, comme si c'était vraiment le sujet. Et on se pose plus les questions réelles de notre monde réel que nous vivons, encore une fois, dont nous expérimentons la vie. On se pose la question hypothétique d'un capitalisme, une société d'ailleurs, qui se construit parce que nous y croyons. Nous avons tout breveté, on sait que dans le vivant, il faut même lutter pour que le séquençage du génome humain ne débouche pas sur le brevetage de chaque composant du génome, ou des génomes du vivant. C'est une forme inéluctable d'évolution si on ne veut pas à un certain moment se passer violemment la main devant les yeux en disant « rompons le charme ». Rompons le charme, c'est une belle expression, rompons le charme, mais vous voyez, ce charme, c'est un charme d'ignorance. C'est le fait d'ignorer la vie telle que nous la vivons. C'est d'oublier ce que nous vivons, d'oublier le bon sens, j'allais dire, que nous vivons. Alors, vous savez, moi je suis d'une génération, lorsque j'étais à l'université, j'entendais dire, et en France en particulier, le communisme est l'avenir absolu et certain de l'humanité. Je vous parle à la fin des années 70, là. Le Parti communiste en France avait 25% des voix, l'URSS a envahi l'Afghanistan en 1979, et on dit, voyez, les Américains ont perdu au Vietnam en 74-75, et les Soviétiques sont accueillis à bras ouverts par les Afghans. Ça montre bien que l'avenir, le sens de l'histoire, comme on disait alors, appartient à l'Union soviétique. Et j'étais à Moscou en 1991, lorsque l'URSS est devenue Russie. Et j'ai vu un pays devenir un autre pays, quoi. Une certitude d'hier de devenir totalement dévalorisé. Même quand je dis dévalorisé, c'est paraissant appartenir à un passé mythologique en quelques mois.
J'étais à l'université et je voyais des profs de marxisme qui n'avaient plus de valeur. Enfin, vous voyez, donc, moi j'ai vécu ça, enfin, sans doute comme des auditeurs. On croit que c'est définitif. On croit que c'est écrit dans le sens de l'histoire, dans une sorte là encore une fois, de fatalisme plus ou moins joyeux. Et finalement, 10 ans plus tard, entre l'invasion de l'Afghanistan et la chute du mur de Berlin, c'est 10 ans. 10 ans plus tard, on se demande, mais comment on a pu penser ? Vous voyez, comment on a pu y croire ? Moi, je crois assez à ça. Hein. Vous savez, ce qu'on croit inéluctable ne dure que le temps que les sociétés durent avant l'effondrement des murs. Oui, Pierre-Yves Gemès, au bout du compte, les jeunes que vous côtoyez, qui s'initient au management aujourd'hui, qui seront donc aux manettes dans quelques mois peut-être, comment envisagent-ils ce type de discours ? Alors d'abord, je dois le dire plutôt bien, parce que je crois que les jeunes ne sont pas stupides, ils ont envie d'entendre parler de la réalité du monde, et pas du monde de Disneyland qu'on peut enseigner dans le monde des consultants ou voire des business schools. Hein. Quand on leur parle du travail réel, des difficultés et des joies du travail, hein. Il ne s'agit pas de faire pleurer Margot, hein, mais vraiment, il s'agit de parler de la réalité des choses. Ils sont plutôt positifs. Donc là, je peux rassurer, je ne pense pas paraître pour un prof anarchiste. Vous voyez, non, je suis tout à fait intégré, je suis membre de très hauts comités, de ceci ou de cela. Vous voyez, mais voilà, parler un langage que j'espère, sinon vrai, en tout cas réaliste. Bon, ça leur plaît. D'autre part, je crois qu'ils sont sensibles au fait que ce que j'essaie de leur apporter, c'est ce dont on aura besoin dans 10 ans, dans 20 ans. Vous voyez, on forme, dans les écoles de management en France, dans les grandes écoles, on forme des élites. Donc des personnes qui seront aux commandes dans 10-15 ans, et on a besoin de les former à ce que pourrait être la société dans 10-15 ans. Alors on leur raconte des choses sur l'intelligence artificielle, on leur raconte des choses, bon, très bien, et je salue les collègues qui le font, mais il est bon aussi qu'ils entendent une mise en perspective de tout ça, de façon que si les choses tournaient différemment, ils aient les outils, les ressources intellectuelles pour le comprendre. Changeons les paradigmes, pour essayer de comprendre un autre point de vue. Tout à fait. Et donc, eux seront peut-être, même à mon avis, sûrement, en situation d'avoir à manipuler de nouveaux paradigmes. Donc, s'ils arrivent tel le lapin devant les phares de voiture en se disant « mais on ne m'a jamais appris ça, on ne m'a jamais fait réfléchir à ça », bon, je ne suis pas sûr qu'ils pensent à moi, parce que d'ici là, je ne pense pas que je les rencontrerai, mais qu'ils pensent à moi avec le sentiment d'avoir appris quelque chose. En revanche, ils se disent « ah bah oui, mon prof m'avait dit que voilà, ça marchait comme ça, et donc je peux trouver, sinon des solutions, en tout cas des ressources pour mieux comprendre et éventuellement en trouver des solutions. » Je crois que je remplis mon rôle. Donc je crois que les jeunes sont sensibles à ça. Allez lire et découvrir L'esprit malin du capitalisme, sous-titré en manchette « Comprendre la crise qui vient », si elle n'est pas déjà là d'ailleurs. C'est chez Desclés de Brouwer et c'est signé par notre invité au bout du jour, Pierre-Yves Gemès. Merci.